Oui, bonjour Alexandre. Alors, tous nos yeux sont tournés vers l'Alaska aujourd'hui pour cette rencontre Eh, qui est extrêmement importante, voire même historique, entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Au cœur de ces discussions-là, bien sûr, la guerre en Ukraine. Et c'est intéressant de voir. Donald Trump, lui, a mis la barre. Il a dit, bon, en 5 minutes, là, je vais savoir si j'ai un deal ou pas, si ça va fonctionner ou pas. Il a estimé ses chances d'échec à peu près à 25. Mais là, il y a les Américains aussi qui sont sondés sur la question. Est-ce que les Américains pensent que ça va réellement donner quelque chose, ce sommet-là, aujourd'hui? non, il y a peu de gens, quand on observe, hein, puis ça correspond en fait à ce qu'on peut lire à gauche et à droite, autant à l'international qu'en Amérique du Nord, que ce soit ici ou que ce soit aux États-Unis. La plupart des gens ne sont pas très confiants dans les talents de négociateurs de Donald Trump, ou encore ils sont malheureusement confiants, si bien sûr on a à cœur le sort de l'Ukraine ou encore des États-Unis, ils sont confiants dans les talents de négociateurs de Poutine qui sont avérés. Donc, la population américaine emboîte le pas. Donc, on n'est pas très confiant que Donald Trump puisse obtenir quelque chose de substantiel dans cette rencontre-là. Puis, faut dire, écoute, que l'histoire donne raison finalement aux Américains ou aux citoyens américains qui ont répondu au sondage. On n'a jamais eu l'impression, lorsque les deux hommes se sont croisés, que Donald Trump s'opposait à Vladimir Poutine, qu'il le pressait, qu'il le poussait dans ses derniers retranchements. Au contraire, on a souvent eu l'impression qu'il donnait plus de poids à sa parole, à ses informations, qu'à ce que les journalistes ou encore des négociateurs pouvaient dire finalement du résultat d'une entente ou du résultat d'une rencontre. Et moi, je pense que je sais pas combien ils l'ont souligné, puis je suis un de ceux-là ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. J'ai encore en tête Helsinki. Donc, la grande rencontre où Poutine et Trump s'étaient rencontrés. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Là, on l'a déjà dit. Faut être honnête, c'est un deuxième mandat. Il n'est plus expérimenté. Peut-être est-il vraiment irrité par M. Trump, par l'attitude, puis finalement le refus de concéder quoi que ce soit. Mais on avait l'impression littéralement qu'il mangeait dans la main de Vladimir Poutine. Donc, c'est une occasion aujourd'hui pour Donald Trump de faire mentir ses détracteurs. Et les sondages, on en parlait hier, là, de popularité de façon générale, mais sur une grande part des dossiers qu'il mène, la population américaine ne le suit pas. Et il y a même des républicains, ce qu'on mentionnait hier matin, qui ils sont encore majoritairement avec lui, mais qu'ils perdent des républicains, des indépendants, des indécis, c'est dommageable. Donc, sur l'Ukraine, c'est la même chose. Sur la relation là, ou sur l'invasion russe en Ukraine, c'est le même topo qu'on peut faire. Les Américains n'ont pas confiance dans ce que fait le président. Parlons un peu du lieu de cette rencontre-là. En Alaska, ça va se passer sur Oui, une base militaire qui a une histoire bien particulière. oui, Elmendorf Richardson. Donc, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. On va unir, peu après la Deuxième Guerre mondiale, on va unir deux bases. En fait, on va avoir l'armée et les forces de l'air qui vont s'unir. C'est la raison pour laquelle la base, c'est la Joint Base, hein, c'est la base conjointe. C'est la raison pour laquelle il y a deux noms à cette base-là. Et ce qu'on oublie souvent, c'est quand on parle de cette rencontre-là, c'est à quel point non seulement l'Alaska, c'est symbolique pour la Russie, qui y était avant les États-Unis, mais c'est à quel point ça a été important stratégiquement pendant la guerre froide. C'est très important pour les Américains, mais c'est très important pour nous aussi. Donc, on oublie, hein, on en parle parfois au plan économique, on en parle au plan diplomatique, mais nos armées ne sont pas intégrées, mais il y a une collaboration historique très étroite entre les forces américaines et les forces canadiennes. Donc, d'avoir ce repère stratégique était éminemment important. Donc, on a eu l'impression, après la guerre froide, que c'était moins le cas, mais ça demeure quelque chose de gros, quelque chose d'important. Écoute, la base Elmendorf-Richardson, c'est 10% de la population d'Anchorage, en Alaska. Donc, Ah oui. c'est énorme. C'est 15 milliards de dollars d'investissement, d'infrastructures. Donc, ce sont de gros investissements qu'on a fait là pour une zone qui demeure stratégique. Et ça l'est encore stratégique quand on pense à la fonte des glaces, quand on pense au détroit de Bering, quand on pense en justement, est-on vraiment finalement en possession américain et canadien de cette portion-là du territoire qu'on s'arrache ou de la navigation, qu'on s'arrache bien sûr parce que
ça va être une voie de commerce éventuellement, puis une voie stratégique là, particulièrement importante. Donc, cette base-là revêt un caractère particulier. Et symboliquement, en plus, pour Vladimir Poutine et pour Donald Trump, ben, on aura à peu près le même vol pour se rendre à la base. Donc, c'est à peu près à mi-chemin entre les deux. C'est, je pense, l'endroit le plus sécuritaire pour Vladimir Poutine. On a les infrastructures pour le protéger, ça c'est certain. On est isolé des journalistes aussi. Donc, j'imagine que Donald Trump et Vladimir Poutine ne voulaient pas avoir de grandes manifestations parce qu'on sait qu'il est poursuivi de Vladimir Poutine. Il ne peut pas mettre les pieds où il veut dans le monde. Le tribunal pénal international, donc, a déposé un mandat contre lui. Les Ça, les Américains États-Unis, n'ayant... ça Ouais. les dérange pas, ça? Ben écoute, voilà, si on avait fait ça à Washington, par exemple, Donald Trump avait déjà été critiqué pour avoir reçu des Russes à la Maison-Blanche. Donc, essaie d'imaginer, les Américains, au plan légal, ils n'ont jamais ratifié le statut de Rome. OK. Donc, qui donne son autorité au tribunal pénal international. Donc, ils sont pas, puis ils ont défié régulièrement le tribunal, la Cour pénale internationale, pardon. Donc, ils sont pas, entre guillemets, ils ne renient pas leur signature. Mais imagine le symbole très, très, très fort. C'est comme accueillir Netanyahou aux États-Unis. Donc, Vladimir Poutine et Donald Trump n'avaient pas intérêt à ce qu'il y ait des journalistes, des critiques, des manifestations en très, très, très grand nombre, ce qui aurait été le cas à Washington. On est un peu isolé de ça. Donc, il y a des photos des journalistes qui sont sur place, mais il n'y aura pas de grandes manifestations pour reprocher ce qu'on considère être des crimes de guerre à Vladimir Poutine. Luc, tu nous as parlé de cette soirée à venir au Kennedy Center, Ouais. que Trump d'ailleurs veut animer. Ces choix pour les prix du Kennedy Center, est-ce que ça représente un piège pour certains critiques? Oui, écoute, ça arrive pas souvent que je le fais. Ça a été, je pense, des choix habiles et stratégiques de la OK? part de Donald Trump. On sent que ce qu'on souhaite honorer, c'est plus de la culture populaire. Et là, on attend des critiques des démocrates parce qu'on dit, ben, ils vont nous prendre de haut, hein, ils veulent, entre guillemets, de la grande culture, hein, et quand on va honorer des gens comme Sylvester Stallone, comme Gloria Gaynor, comme le groupe Kiss, comme George Strait, on va dans la culture populaire. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'honorer Sylvester Stallone pour son apport au cinéma américain, par exemple, ce n'est pas justifié quand on connaît les succès en salle? Je sors du placard, j'ai vu tous les Rocky et les trois Creed jusqu'à maintenant, qui sont des bêtes de Sylvester Stallone. Gloria Gaynor, par exemple, c'est celle qui a fait danser à la grande époque du disco sur I Will Survive. Donc, Donald Trump est allé chercher ces choix-là. C'est un peu comme quand il dit on va avoir la lutte, la UFC, à la Maison Blanche. Donc, on nous promet ça pour juillet de l'an prochain. Ça, c'est Euh, assez farfelu quand même. ben écoute, ça nous sort de nos repères habituels. Le Des Kennedy petites Center, par exemple. réceptions, tu sais, ça nous sort des petites réceptions guindées, là, à la Ben voilà. Maison-Blanche. Mais en même temps, quand on regarde le succès de la UFC ou encore les vedettes que je viens d'énumérer, les Stallone, Gaynor et autres, ils ont plu à énormément d'Américains. Donc, si je suis un démocrate, je peux être tout à fait contre le fait que Trump se soit nommé à la tête du Kennedy Center, qu'il propose lui-même de se remettre un prix, de le rebaptiser du nom de sa conjointe. Ça, ce sont des cibles faciles et j'ai envie de dire, je le ferais aussi. Là. Historiquement, je pense que ce serait une erreur. Mais on tend un peu un piège aux démocrates en disant Stallone, là, vous ne l'aimez pas, puis il a l'air d'être plus Donald Trump et républicain que démocrate. Mais dites-moi qu'on n'a pas raison de lui rendre hommage pour l'engouement que ces films ont suscité. Donc, même chose pour Gaynor, Kiss, George Strait et les autres. Donc, je trouvais que c'était un bon choix. Ça nous sort, je répète, là, des repères habituels. Mais quand on a ou qu'on a eu de grands succès populaires, on doit aussi souligner, hein, on va pas jouer une forme de snobisme intellectuel. Donc, il y a personne qui va confondre Stallone avec Brian De Palma ou des grands réalisateurs américains, mais ce sont de gigantesques succès populaires. Merci beaucoup, Luc. Une bonne journée, Alexandre.